Passons à la suite donc avec Arnaud Papillon, professeur agrégé d'histoire-géographie au lycée Geoffroy-Saint-Hilaire à Étampes, qui va nous parler de travailler en classe à partir d'une bande dessinée de la Résistance. Bien, donc bonjour, mon intervention effectivement va porter sur la bande dessinée au service de l'enseignement de la Résistance, donc le couple histoire-art. Alors pour ce qui est de la Résistance, je commencerai par citer le professeur Laurent Douzou, la Résistance est une histoire périlleuse. Et le commentaire qu'en fait monsieur l'inspecteur général Lecoq dans une vidéo que vous pouvez trouver en ligne sur le site Enseigner la Résistance, donc une histoire périlleuse en elle-même, c'est la vie, la mort, le courage, la lâcheté, l'ensemble des actes humains individuels et collectifs qui vont du non-consentement jusqu'à l'engagement final de sa vie. Alors effectivement, être résistant, c'est mettre sa vie en danger, c'est le péril, et ce péril c'est le vécu de la résistance, et bien ce vécu, ce péril, il peut précisément être puissamment rendu, évoqué par l'image, et en l'occurrence, ici, la bande dessinée. Alors, que montrer? Je dirais que d'abord, nous avons un petit peu l'embarras du choix, tant est large finalement, cette palette des sentiments, cette palette des actions, cette palette des périls, précisément, et de leurs évocations graphiques. Là, j'ai choisi un extrait de La Résistance du sanglier, de Stéphane Levallois. Donc c'est l'évocation en fait ici d'une histoire familiale. L'auteur raconte la résistance de son grand-père en 1942 à partir des souvenirs de sa propre mère. Donc c'est une mémoire particulière qui est ici évoquée, une mémoire singulière et qui porte sur une période bien particulière aussi de l'engagement résistant, et on est en 1942. Se pose tout d'abord pour l'auteur la question de savoir finalement quel visage donner au héros de cette mémoire retrouvée, cette mémoire reconstruite. Il n'a pas connu son grand-père. Donc quel visage donner? Et il fait ici le choix de le représenter avec une tête d'animal. Alors à la fois pour créer le sanglier, à la fois pour créer une distance finalement avec ce parent proche, très proche, trop proche dans un sens, et puis aussi évidemment pour caractériser le héros. Alors il est bien évident que seul le lecteur de la bande dessinée a conscience de cet anthropomorphisme, c'est-à-dire que seul lui le voit, les personnages de la bande dessinée le voient comme un être tout à fait normal. Alors vous savez entre parenthèses qu'il existe bien sûr d'autres exemples de cette pratique dans l'art. Pour rester dans le domaine de la bande dessinée, pour rester dans le domaine de la Seconde Guerre mondiale, on peut citer La Bête est morte, bien sûr, de Calvo, Yamaus aussi, d'Art Spiegelman. Bon. Et donc la planche qui est ici proposée, eh bien, elle se distingue d'abord par ses qualités plastiques. Ce sont des dessins qui sont en noir et blanc, ce sont différentes nuances de gris qui sont permises par les lavis et qui font donc de cette œuvre une œuvre particulière, une œuvre à part. Et on est bien ici à la confluence justement de l'histoire et de l'art. Donc une préoccupation esthétique qui est très présente, une préoccupation esthétique qui est présente, mais une préoccupation esthétique qui n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que ici, elle sert le propos finalement. Elle sert le propos en cherchant à rendre au mieux l'ambiance justement de ces années noires précisément, et en permettant bien d'accentuer aussi l'intensité dramatique des scènes qui sont représentées. Et nous, ce sont évidemment ces scènes qui nous intéressent ici. Donc comme vous le voyez, les dialogues sont très réduits, c'est-à-dire que la planche elle se donne d'elle-même à lire. Vous avez deux plans larges qui encadrent deux plus petites vignettes qui concentrent les quelques rares mots échangés par les protagonistes. Sur la première image, donc celle du haut, vous voyez une femme qui s'enfuit avec son enfant, donc le sens de lecture, en l'occurrence, le sens de lecture est évidemment de gauche à droite. La femme s'enfuit donc de droite à gauche, on est donc à l'inverse de ce sens de lecture. Donc c'est aussi un moyen de montrer l'anomie de la situation représentée. Et puis si vous remontez effectivement l'image, vous voyez ces barbelés soulevés, vous voyez ces hommes qui discutent et qui permettent de comprendre la scène. Donc les deux vignettes intermédiaires, les deux plus petites, campent, elles, les acteurs. Vous avez donc un homme en veston avec une étoile jaune, en l'occurrence l'étoile juive qui est brodée sur son veston, qui parle de l'autre côté des barbelés. Et ça, c'est bien sûr une image qui en évoque immédiatement d'autres, celle de l'internement, celle des camps. Et les quelques propos tenus, eux, apportent finalement une note d'espoir. Merci, filez, je vous dis. Donc la scène, on la comprend clairement à ce moment-là, c'est une scène d'évasion finalement qui est représentée. C'est une scène d'évasion, mais c'est aussi un acte de résistance, puisque le héros, en l'occurrence, le sanglier, c'est celui qui fait passer à une famille juive la ligne de démarcation.
Et la dernière vignette, elle renoue avec le plan large. La famille juive n'est plus visible. La ligne de démarcation elle-même ne se distingue plus. Hein. Elle se confond dans le paysage avec une simple clôture. Mais pour autant, cette dernière vignette, ce n'est pas non plus la sérénité qu'elle exprime. Hein. Ce n'est pas la tranquillité. C'est bien aussi la persistance d'un danger latent. Finalement, ce danger permanent qui caractérise la vie du résistant, ce péril, qui illustre à la fois, ce péril omniprésent, hein, qui illustre à la fois les teintes sombres et la précipitation aussi que met le sanglier à quitter les lieux. Donc vous voyez, on a finalement là un extrait qui est très riche, puisqu'il permet à la fois d'évoquer la situation de la France occupée avant novembre 1942, à la ligne de démarcation, le sort réservé aux Juifs, et ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, l'aide apportée aux persécutés par des Français isolés. Donc le résistant ici était montré comme finalement un homme ordinaire, hein, un homme qui apporte son soutien aux pourchassés, aux persécutés, un homme dont le passage à l'acte est finalement le prolongement d'un refus individuel, c'est une prise de position morale finalement, au prix d'une transgression des lois, au prix d'une prise de risque individuelle. Et on est bien là finalement dans ce qui fait l'essence même de la résistance, hein, c'est-à-dire la transgression, la prise de risque, et puis la défense de l'humanité. Parce que finalement, le résistant, ici, le sanglier, devient la figure même de l'humanité. Donc voilà, une résistance effectivement périlleuse, un péril qui peut être mis en évidence par la bande dessinée, mais un enseignement qui est aussi périlleux. Et on en arrive donc au deuxième terme du sujet, donc toujours pour citer Monsieur Lecoq, c'est une histoire difficile à enseigner, parce qu'elle fait appel à des mémoires contradictoires, construites, reconstruite. Alors des mémoires effectivement contradictoires, hein, des mémoires évolutives, c'est-à-dire que la résistance, elle est elle-même objet d'histoire. Et là aussi, on peut trouver dans l'art, dans la bande dessinée en l'occurrence, un support, un moyen hein, de montrer ces évolutions de l'engagement résistant. Alors, à la fois de montrer ces évolutions de l'engagement résistant et de travailler sur les mémoires. Alors j'ai bien compris qu'effectivement les mémoires allaient probablement disparaître, mais enfin elles restent encore au programme, en tout cas de terminale, pour l'année prochaine. Donc je vais m'appuyer pour ça sur deux planches. Donc la première, c'est une illustration donc, de Vaillant, hein, qui annonce le retour des aventures de Fifi Gadumaki. Donc c'est le numéro 45 de Vaillant qui présente donc en couverture ce jeune homme équipé d'une arme légère sur fond de drapeau tricolore. Donc c'est une publication Vaillant qui est destinée à la jeunesse, qui paraît au lendemain donc, de la libération du territoire et qui paraît à un moment où le souvenir bien sûr des combats de la libération est encore présent dans tous les esprits. Vaillant, c'est un journal qui est un journal militant, hein, c'est un journal qui est proche du Parti communiste, un journal dont le comité directeur d'ailleurs comprend Rol-Tanguy lui-même. Et donc cette couverture de Vaillant, hein, dont on vous dit que c'est le journal le plus captivant, donc Vaillant annonce en décembre 1945 le retour des aventures de Fifi Gadumaki. Donc de fait c'est un récit d'action hein, qui est proposé, avec pour but assumé de capter l'attention des jeunes Français, avec un certain sens du marketing aussi. Hein. C'est-à-dire que l'illustration, bon, elle est composée de deux parties symétriques, dont la cohérence visuelle est assurée par l'homogénéité des couleurs, hein, le rouge du drapeau national, qui prolonge le titre, Fifi, qui prolonge également naturellement l'explosion du pont. Et de ce point de vue-là, bah oui, un pont qui explose, un convoi ferroviaire qui est précipité dans le vide, la suite de la destruction du viaduc qui le supportait. Donc on voit les wagons qui sont projetés dans les airs, on voit les rails éventrés, on voit les corps également qui sont projetés. Donc en fait, cette illustration, elle fait expressément référence au sabotage des voies de communication, au sabotage des voies ferrées, au déraillement de trains, finalement, dont l'image a profondément marqué la mémoire collective, et dont la représentation, justement, dans les illustrations, façonne, à cette époque, durablement l'image du résistant. Hein, qu'on pense à la bataille du Rail, par exemple, ou même aux premières scènes du film Lucie Aubrac, dans lesquelles Raymond, qui pourtant n'a jamais manipulé d'explosifs, hein, sabote une voie ferrée. Mais le résistant, c'est celui qui fait dérailler des trains. Hein. Donc, à droite, sur fond de drapeau tricolore, vous avez donc un jeune homme à la carrure athlétique, les jambes solidement campées, qui tient une arme mal définie, donc on est à mi-chemin entre le mousqueton et le pistolet mitrailleur. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est l'herbe qui est placée à ses pieds, hein, qui vient rompre aussi cette unité des coloris, hein, là on a du vert pour le coup, et qui laisse peu de doute sur le cadre de l'action. On est dans un cadre rural.
Donc Fifi représente là le héros résistant par excellence. Et il représente au-delà la résistance dans son ensemble. Tant le maquis, justement, apparaît, on est en 1945, apparaît représentatif de son essence. Hein, le maquis, c'est le refus de l'autorité de Vichy, c'est l'engagement volontaire également dans l'action. Et cette action, elle est violente. Hein, le pont voilà, qui saute, les corps qui sont projetés. Cette violence, elle est ici d'ailleurs parfaitement explicite, parfaitement assumée aussi. Elle ne suscite pas d'interrogation. Elle participe au contraire, finalement, de l'aura du jeune résistant, c'est-à-dire que le héros, c'est quand même celui qui s'en prend à un moment donné militairement à l'occupant. Et ça, c'est une représentation alors, qui est réelle, hein, bien sûr, en partie, hein, et qui répond aussi à l'image que la résistance souhaite donner d'elle-même, qui répond aussi, bien sûr, à un désir d'identification, d'héroïsation aussi du jeune public auquel on s'adresse en 1945. La deuxième planche, donc la deuxième illustration, elle évoque, elle, une réalité plus complexe. Alors, on est sur une bande dessinée là, qui est plus récente, hein, elle est publiée à partir de 2008, c'est le Grand Prix du Festival d'Angoulême en 2010, c'est une saga, en fait, hein, Il était une fois en France, qui relate en 6 tomes la vie de Joseph Joanovici, donc un personnage sulfureux, controversé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un véritable succès éditorial. Et cette bande dessinée évoque là aussi la résistance, alors sous une forme beaucoup plus urbaine. La planche que j'ai sélectionnée ne le montre pas du tout, mais je vous assure, c'est beaucoup plus urbain. Donc c'est une forme beaucoup plus urbaine et surtout sur une forme beaucoup moins idéaliste. Alors, attention, le titre de la bande dessinée, c'est « Il était une fois en France hein, ». C'est pas « Il était une fois la résistance hein ». Donc la bande dessinée, en l'occurrence, cette saga, hein, je disais, se fixe pas du tout pour but de dresser une histoire de la résistance en France. Elle se veut davantage finalement une chronique des années d'occupation, à travers l'histoire de Joanovici. Mais au cours de cette saga, de cette chronique des années d'occupation, elle est bien sûr amenée à traiter quand même de la résistance, à parler de la résistance. Et nous, c'est ce qui nous intéresse, ici. Donc la planche là aussi est intéressante tout d'abord par sa composition. Donc je vais revenir aussi sur cette composition hein, qui épouse le rythme de la scène décrite. On retrouve cette alternance de plans larges et puis de plans plus redressés, hein, les petites vignettes verticales qui renvoient à une succession de coups de feu, qui renvoient aux détonations qui remplissent l'espace. Et cette construction, elle évoque les plans cinématographiques. Hein. D'ailleurs le titre même, hein, je veux dire, il était une fois en France. Bon, il était une fois en France, il était une fois en Amérique, il était une fois dans l'Ouest. Vous êtes dans l'univers de Sergio Leone. Hein, donc il y a ici cet aspect-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est que l'accent ici est clairement mis justement sur les sentiments, sur les doutes, sur les interrogations finalement qui traversent les héros. Et là, on est dans une veine qui est beaucoup plus intimiste et qui s'éloigne finalement de la geste héroïque, hein, qui s'éloigne aussi des grands enjeux finalement historiques. L'extrait proposé ici traite de l'élimination d'un résistant. L'élimination d'un résistant qui est soupçonné de trahison. Donc ce qui est mis en scène, c'est un règlement de compte. Un règlement de compte au sein du mouvement, ce qui interroge bien sûr sur les rapports entre justice et assassinat, et ce qui interroge surtout sur la difficulté du passage à l'acte. Et là, le résistant, donc, n'est plus une icône. Hein. Le résistant, c'est un homme saisi dans ses actes, en l'occurrence, un homme dont les peurs ne sont plus du tout occultées, un homme qui redevient un homme ordinaire, alors pour paraphraser François Bédarida, qui doit faire des choix simples, mais qui doit aussi surtout composer avec ses faiblesses. Et donc, cette planche, elle nous renvoie justement à la complexité hein, de l'image du résistant. Une complexité qui se manifeste au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure que les scénaristes aussi s'emparent des avancées de la recherche historique, au fur et à mesure peut-être que la résistance se désacralise aussi un petit peu. Concrètement, les dissensions, les rivalités entre les différents mouvements, la diversité des actions menées, la diversité des comportements, puis aussi certaines ambiguïtés face à l'occupant, qu'on pense par exemple à la police parisienne, sont aussi mieux perçues. Alors, il est bien clair qu'une image n'annule pas l'autre, hein. Concrètement, la deuxième planche n'invalide pas la première, mais l'association des deux permet de montrer aussi que la résistance elle a plusieurs facettes, et la bande dessinée, ici, donc permet d'entrer dans la complexité des choses et de montrer finalement cette résistance dans sa dimension à la fois plurielle et singulière, et puis aussi permet de montrer, hein, et à l'origine c'était bien le propos, permet de montrer que la vision de 1945 n'est pas celle d'aujourd'hui. Hein. Donc c'est aussi la question du coup de la mémoire de la résistance qui est posée par l'association de ces deux planches. Et le fait que la résistance puisse montrer justement cette évolution des mémoires est aussi indissociable, bien sûr, de l'évolution du statut même de la bande dessinée. C'est-à-dire que, pour le coup, la résistance est objet d'histoire, mais la bande dessinée est aussi en elle-même objet d'histoire. Et
cette bande dessinée, elle est aujourd'hui, voilà, 2010, elle est aujourd'hui reconnue comme un genre à part entière. Elle a gagné quelque part en légitimité culturelle, et ça s'accompagne d'une transformation de son lectorat. C'est-à-dire qu'en 2010, c'est plus le même public qu'en 1945 qui est visé. C'est plus la jeunesse. Enfin, Vaillant, 1945, c'est la jeunesse qui est visée. Dans un contexte bien particulier, qui est celui effectivement de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec des gens qui n'ont pas des moyens financiers très importants. Là, on s'adresse à un public qui est un public adulte, un public qui appartient aussi, pensez au coût de la bande dessinée, à des catégories socioculturelles évidemment nettement plus aisées. Et donc les scénarios peuvent se permettre de gagner en complexité, peuvent se montrer des réalités plus dures, intégrer aussi la part des hasards, la part des aléas dans les comportements, interroger sur les notions de courage, de lâcheté, sur les compromissions aussi. Donc des auteurs qui se préoccupent davantage de vraisemblance et finalement une bande dessinée qui peut dès lors s'imposer comme un des véritables outils de transmission de la mémoire. Alors, cela étant posé, quelle mise en œuvre avec les élèves? Tout dépend évidemment des aspects de l'engagement résistant que vous souhaitez montrer. Tout dépend évidemment du moment sur lequel vous souhaitez vous focaliser. C'est-à-dire que la résistance de 1940, bien sûr, c'est pas celle de 1944. Mais je peux vous proposer ici deux approches. Donc une première, on va dire, qui serait dynamique, qui permettrait de mettre en évidence, alors éventuellement les différentes facettes de cet engagement résistant, mais surtout qui permettrait de montrer l'évolution de cette perception de la résistance dans le temps. C'est l'étude de cas qui est proposée sur Enseigner la résistance, l'étude de cas que vous pouvez donc retrouver en ligne. Et cette proposition, elle se fonde sur 4 documents. Elle aboutit à la rédaction d'une synthèse. Alors elle implique de la part des élèves une part d'autonomie, puisque une partie du travail doit être réalisée en amont, doit être réalisée à la maison, afin d'économiser un temps, nous savons tous, précieux. Et si vous voulez, en état, donc la mise en œuvre qui est proposée consomme, entre guillemets, selon la part du travail que vous décidez ou non de faire en classe, consomme 1 heure ou 2 heures. Donc, 4 étapes là-dedans, donc sur les 4 documents qui sont proposés. Dans un premier temps, ce qui est proposé, c'est de créer un mur sur une application interactive. Donc moi, j'avais utilisé Padlet à l'époque, alors depuis Padlet est devenu payant. Mais enfin, il existe aussi, paraît-il, des applications gratuites, bon, que je maîtrise nettement moins bien. Mais enfin, bon, voilà. L'idée, en tout cas, est de placer les différents documents du corpus sur le site. Parce que ces différents documents placés donc sur le mur peuvent ensuite être consultés et commentés par l'ensemble des élèves, auxquels on va demander dans un premier temps de répondre à une consigne volontairement large. Décrivez la scène, les personnages représentés, ce que vous voyez. Il s'agit en fait d'une phase ici de découverte, d'une phase d'observation qui s'effectue, encore une fois, en dehors de la classe. Donc les commentaires qui sont attendus sont brefs. Les élèves double-cliquent sur le mur, marquent 2-3 mots. Par contre, il y a une nécessité de visualiser les 4 documents, et ça implique évidemment que le travail soit donné un certain temps à l'avance. Ensuite, deuxième étape, c'est la séance proprement dite. Là, celle-ci, elle se déroule en salle multimédia. Vous avez des élèves qui sont répartis en groupes. Alors, ces groupes peuvent être constitués par le professeur sur la base de la plus ou moins grande pertinence, on va dire, des contributions qui ont été laissées par chacun lors de la phase d'observation préalable. Et chaque groupe, dans ce cadre, a en charge un des documents du corpus. Alors, ça peut être aussi l'occasion, d'ailleurs, d'associer des élèves plus ou moins performants entre eux. Et là, par contre, le but de chaque groupe, c'est de répondre à une consigne qui est beaucoup plus explicite, plus claire. Quelle représentation de la résistance le document véhicule-t-il? On cède bien sûr des remarques qui ont été laissées auparavant sur le mur par les camarades. Vous avez une vingtaine de minutes à peu près qui suffit. Troisième étape, une présentation orale, c'est-à-dire que le travail de synthèse de chaque groupe est présenté à l'ensemble de la classe, qui peut évidemment éventuellement intervenir, poser des questions. Donc c'est aussi l'occasion pour le professeur d'apporter des éclairages supplémentaires. Et surtout, sur le site Padlet, ce travail mis en forme remplace donc par écrit, autour de chaque document, les commentaires individuels qui lui ont servi de support. Et la quatrième étape, qui là aussi se fait à l'extérieur par contre de la classe, à la maison, c'est la rédaction d'une synthèse à partir des différentes productions achevées qui sont désormais disponibles en ligne. Alors là, après, la forme de cette synthèse, de quelle évolution de la mémoire résistante témoignent ces bandes dessinées, ou bien quels sont les différents aspects de l'engagement résistant qui sont ici illustrés, vous ramassez pas, mais vous avez donc une production synthétique. Et donc, deuxième et dernière production, sur les 2 minutes qui restent. Donc la deuxième approche là est beaucoup plus statique. Alors là, il ne s'agit pas de montrer une évolution, mais un aspect de l'engagement résistant, donc à une période donnée. Alors une séance d'1 heure, là, peut y être consacrée.
je travaille là, je vous propose 2 planches de la résistance du sanglier, mais enfin, vous pouvez travailler sur une ou l'autre de ces planches, ou les deux, hein, faites-vous plaisir, mais vous pouvez parfaitement travailler sur l'une ou sur l'autre. Donc là aussi 4 étapes. Dans un premier temps, une contextualisation. Hein, l'enseignant rappelle la division du territoire français, la ligne de démarcation jusqu'en novembre 1942, évoque le rejet croissant par la population de la politique de collaboration menée par Vichy, donc une mise au point qui prend une dizaine de minutes. Deuxième étape, les élèves sont répartis, alors j'ai dit 6 groupes, hein, 3 groupes si vous faites sur les 2 planches, voilà, qui travaillent sur la même planche. L'idée c'est de rétablir en fait à l'intérieur d'un groupe un scénario, de créer un scénario. Finalement, cette planche, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle nous dit, hein? Alors clairement, pour la planche 1, il sera question de prendre des risques physiques, de s'exposer aux représailles. Clairement, sur la planche 2, vous aurez un scénario qui tournera autour de l'aide aux persécutés, en l'occurrence les juifs. Et bon, cette phase d'identification, là, des enjeux, la rédaction prend une quinzaine de minutes. Troisième étape, j'ai fini. Hein, troisième étape, des représentants de chaque groupe donc sont invités là aussi à exposer leur scénario. Hein, et à l'issue donc de cette exposition orale des scénarios, là aussi la possibilité de rédiger une consigne. Qu'est-ce que résister en France en 1942, hein, et des compléments peuvent pour finir être apportés par le professeur. L'idée étant de montrer la diversité de l'action résistante, tout comme les risques bien réels qui sont encourus. Hein, donc voilà, phase 3 et 4, vous êtes sur une petite demi-heure, 25 minutes à peu près. Je conclus, donc les 2 idées principales, hein, ce que j'ai voulu, ce que j'ai essayé en tout cas de vous montrer, 2 choses. D'une part, que la bande dessinée, qui est aujourd'hui reconnue comme un art à part entière, eh bien, peut être utilisée comme un véritable support pédagogique. Et deuxième chose, que les auteurs actuels, donc se nourrissant des travaux des historiens pour traiter de questions qui sont des questions plus complexes, eh bien cette bande dessinée, elle acquiert aussi une légitimité culturelle qui lui permet donc de s'imposer comme un des outils de transmission de la mémoire. Voilà, je vous remercie.